En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du foot. Anecdotes, transferts, business, tous les secrets seront révélés ici. Cette semaine, on est avec François Kompany, le frère de Vincent Kompany, le entraîneur du FC Bayern, mais surtout un ancien joueur, un agent. Il va nous en apprendre énormément sur sa vision à lui du business football. Bref, bienvenue, tout de suite, c'est parti pour le meeting. Et évidemment, comme chaque semaine, on remercie le soutien qui est Unibet Experts. Lâchez le petit like, abonnez-vous, c'est toujours important. Et vos réactions, je les lis toujours avec grand plaisir dans les commentaires. Si vous êtes en podcast, comme d'hab, tac, on lâche le 5 étoiles. François, comment ça va ? Bien, toi. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et surtout, tu es quelqu'un qui n'accepte pas beaucoup d'interviews. Tu as été beaucoup sollicité ces dernières semaines. Et tu l'as fait pour moi, donc je voulais vraiment... On m'a eu à l'usure. Voilà, c'est ça, exactement. Je t'ai eu à l'usure et je te remercie beaucoup parce que vous êtes une famille vraiment exemple, les Kompany à Bruxelles, surtout en Belgique d'une manière générale, sur votre amour pour le foot, mais la manière dont vous vous battez aussi pour faire atteindre vos projets. En atteste notamment ton papa qui est dans la politique. Et donc avec toi, il y a vraiment énormément de sujets qu'on peut aborder, et même des sujets auxquels les gens n'ont pas forcément l'habitude. C'est notamment le domaine de l'éducation, parce que tu es un papa poule, tu t'occupes beaucoup de tes enfants, et c'est par là que je voulais démarrer. Si ton fils, ta fille, te dit un jour qu'il veut réussir dans le monde du football, c'est quoi le premier conseil que tu lui donnerais, ou alors est-ce que tu lui déconseillerais ? Je pense qu'en tant qu'enfant, je ne donnerai jamais à mon fils l'objectif de réussir dans le foot. Après, si vraiment c'est son rêve de devenir footballeur, déjà, ça commence par de s'amuser. S'il n'y a pas d'amusement, il n'y aura pas de résultat. Et surtout, se donner à fond. Comme j'ai déjà eu la discussion avec ma femme plusieurs fois, car j'ai mes deux plus grands qui sont au foot, mais au foot, plutôt pour s'amuser. Le seul truc que je demande à mes enfants, c'est de se donner à fond. Qu'il soit bon ou mauvais, donnez-vous à fond dans tout ce que vous entreprenez. Sinon, papa, il ne va pas se déplacer, il ne va pas prendre une petite chaise là, de Décathlon dans le froid et regarder l'entraînement. Ouais, c'est Tant ça. que tu te donnes à fond, aucun souci. Ça veut dire que pour toi, la notion de plaisir et de jeu dans le football, elle doit être prédominante. Moi, tu as fait, parce qu'à un moment, c'est bien de pousser les enfants, parce qu'on voit maintenant de plus en plus d'enfants qui ont 7, 8, 9 ans, ils sont au coin de ma rue, il y a un terrain de foot, c'est toujours des parents qui sont en train de pousser leurs enfants. Si l'enfant ne s'amusera pas, à un moment ou l'autre, l'enfant il va dire c'est bon. Quand l'enfant aura 13-14 ans, il sera libre de ses choix. Il va dire c'est bon papa, moi j'en ai marre, j'ai eu ma dose. Donc d'abord l'amusement, et le reste suivra. T'as été poussé toi par tes parents pour faire du foot ? Du tout. Parfois avec mon père et Vincent, on allait s'entraîner près du Westland. Avant il y avait des petits terrains derrière, mais on y allait parce qu'on était demandeurs. On demandait à papa, ouais on peut venir 1 heure avant l'entraînement, on va un peu faire du ballon et tout ça. Car mon papa lui-même a été footballeur pro à l'époque quand il était jeune. Donc ça venait de notre côté. C'est jamais notre père qui nous a dit « Allez les gars, habillez-vous, on va aller faire ceci, cela ». C'est toujours « Papa, on peut aller s'entraîner à faire des retournées, on peut aller s'entraîner à faire des passements de jambes ». Mais ça venait toujours de notre côté à nous. Ça veut dire que lui, il n'a jamais poussé véritablement pour que vous puissiez devenir footballeur ? Vraiment pas. Même quand on est devenu pro, c'est rare qu'il nous parlait de foot. S'il nous parlait de foot, c'était plutôt pour se plaindre de notre comportement sur le terrain. Ah, ok. Ouais, mon père a toujours voulu qu'on soit exemplaire aussi sur le terrain et hors du terrain. Donc, quand il voyait qu'on devenait un peu trop vulgaire ou qu'on manquait de respect à certains aînés dans le vestiaire, là, on se faisait gronder, mais sinon, c'est rare qu'il parlait de foot. Toi, parfois, t'étais comme ça, un peu turbulent ou pas ? Ah, j'avais une grande bouche avant. Non, j'étais... Ça, je pense, c'est le problème que j'ai eu. Il n'y a pas l'encadrement maintenant d'aujourd'hui. C'est que j'étais très jeune, très vite poussé vers le haut. J'avais, à 13-14 ans, j'avais déjà le monde à mes pieds. Dans mon club où j'étais à Malines, on cédait à tous mes caprices et j'en ai profité, on va dire. Ah, t'en as profité. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'appelais Kompany et que Vincent avait déjà avancé ? Non, parce que Vincent n'était pas encore pro. Moi, j'ai joué mon premier match en réserve. J'avais 13 ans et 10 mois. 13 ans et 10 mois. Donc, à 13 ans, j'étais déjà dans le vestiaire avec la réserve une fois semaine. À 14 ans, j'étais déjà titulaire en réserve. Donc, c'était avant que Vincent perce tout ça. Ah, donc c'est intéressant de savoir que vous étiez tous les deux des vrais précoces dans votre talent du foot, quoi. Après, il y en a un qui a réussi à garder les pieds sur terre et il y a le plus petit qui est parti en sucette. Ah ouais, tu penses que t'es parti en sucette ? Non, je pense que c'est le fait que... Déjà, à Anderlecht, la différence, c'est que tu avais plusieurs talents. Tu avais les Anthony, ça qui était là aussi. Il y avait des Karacha plus vieux. Mais à Malines, j'étais le seul qui était considéré comme talent, vraiment grand talent.
Donc le club aussi cédait à tous mes caprices. C'était que le matin, l'après-midi, j'arrivais au club. Je prenais des fois pas mes affaires parce que j'avais la flemme de prendre mon sac de sous-foot avec. J'arrivais, j'allais chez le directeur technique, il me donnait des vêtements pour l'entraînement, garde-les, prends-les à la maison, tout ça. Donc je pense que c'était... Eux, ils pensaient faire bien, mais ça m'a rendu arrogant. Que beaucoup de gens qui m'ont connu étant jeune et connaissent le François d'aujourd'hui disent que c'est deux personnes totalement différentes. Et donc c'est pour ça que tu penses que tu n'as pas réussi comme joueur. C'est cette arrogance-là qui t'a joué des tours? Ouais, je pense que j'ai percé plus tard. Enfin, je suis devenu pro beaucoup plus tard que ça. C'est que j'avais une image que beaucoup de gens me fermaient les portes parce qu'ils pensaient que j'étais fou à cause que Vincent avait réussi, mais j'étais déjà fou avant. Donc ça m'a fermé beaucoup de portes et ça m'a pris beaucoup de temps, je pense, à réussir à me détacher de cette image-là. Et malheureusement, dans le foot, comme tu peux demander à beaucoup de mes gens à qui j'ai grandi, dès qu'on te colle une image, c'est très très difficile de s'en détacher. Bah ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça, que tu étais fou? Parce que... Enfin, quel lien il y avait avec ton frère? J'étais fou. Non, c'était pas avec Vincent. Comme je vous ai dit, c'est qu'à un moment, comme on me donnait tout, je pensais être le roi là où j'étais, qu'à tel point, à un moment, j'avais 15 ans, je pense, je devais jouer avec les U15. Déjà, je râlais parce que je devais jouer avec les U15 et pas avec la réserve. Là, déjà, il y a un problème. Puis on me fait jouer bas gauche, alors que moi, à l'époque, j'étais ailier. Et que j'ai dit au coach, ouais, moi je suis pas bas gauche, je veux pas jouer ce match. Et le coach m'a dit, regarde, c'est très simple. Tu joues bas gauche, ou tu prends tes affaires et tu te tires. Okay. Je me suis redéshabillé, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Alors que j'avais 15 ans, avec les U18, normalement, c'est censé être un honneur. Mais voilà, c'est simplement qu'à cette époque-là, comme je dis, il n'y avait pas tout cet encadrement, on n'arrivait pas, on n'était pas aidés. Quand on nous poussait vers le haut, on était un peu laissé à soi-même. Ouais. Donc, et certaines personnes en profitent. Et moi, c'était le cas quand j'étais jeune. Tu sais, c'est intéressant cette réflexion que tu as parce que, tu sais, dans cette émission, on essaye de constituer un puzzle pour comprendre tous les types de personnes qui existent dans le milieu du foot. Et j'ai reçu Manu Pires, qui est le directeur du centre de formation de l'OGC Nice, l'ancien directeur de l'OGC Nice. Et il me disait, le plus compliqué dans ce qu'on essaye de donner justement comme valeur aux joueurs, c'est l'autorité. Toi, tu avais un problème avec l'autorité à un moment donné? Bah ouais, c'était qu'à un moment, je me sentais au-dessus du vestiaire. Dans le fait que, comme je t'ai dit, j'étais tellement poussé vers l'avant, précoce et tout ça, qu'à l'époque, je pouvais partir à Schalke, je pouvais partir à l'Ajax étant jeune, et que Malines, j'étais le seul gros talent. Je pense que Malines a voulu faire en sorte que je reste au club en fermant les yeux, en cédant la plupart de mes caprices. Et heureusement pour moi, sans toujours avertir mon père de ce qui se passait. Mon papa n'était pas au courant de beaucoup de choses au sein du club. Ok. Donc non, mais maintenant, maintenant que je suis agent, c'est un truc que je dis beaucoup à mes petits. J'en ai un petit turbulent là au Standard. Je lui dis justement, tout ce que toi tu as fait, sache que j'ai fait pire. Commence pas à essayer de me mentir. Si c'est là tout ce que toi tu as fait ou tout ce que tu penses faire demain, j'ai fait pire étant jeune. Et moi justement, mes erreurs, j'en ai appris. J'ai pas des regrets. J'ai eu des regrets à l'époque, mais maintenant c'est fait, ça m'a mené où je suis. Grâce à ça, j'ai 3 enfants, j'ai une femme que j'aime, j'ai une belle maison. Peut-être que j'aurais une vie totalement différente si j'avais suivi le tracé normal. Ouais. Mais maintenant, je dis toujours aux petits, c'est toutes les erreurs que j'ai faites, je les ai faites pour vous. Ouais. Tout ce que j'ai fait comme bêtises, je les ai fait pour faire en sorte que vous ne les répétez pas plus tard. Et est-ce que tu penses que ce discours-là, il trouve un écho chez eux? Est-ce que tu penses que ça marche? Ça dépend quand tu parles. Hein. Ça dépend qu'à un moment, quand ça... C'est un peu comme avec les parents, surtout quand tu es avec des jeunes, tu essaies d'abord de parler normalement, et à un moment, il faut trouver une façon différente de réussir à communiquer avec l'enfant. Ouais, tu hausses le ton, quoi, à un moment donné. On vient d'où on vient, on a le passé qu'on a, et à un moment aussi, il y a un moment, certains enfants, des fois malheureusement, ils n'écoutent que ce côté-là, que s'ils veulent faire les voyous, ils ont besoin d'écouter un voyou, on peut faire les voyous quand il faut, alors qu'on n'est pas des voyous, mais on peut parler le même langage qu'eux. Et à ce moment-là, souvent, ça percute. Ouais, je me suis déjà retrouvé dans des voitures, notamment avec l'agent, il ne m'en voudra pas d'en parler de lui, qui s'appelle Grasse, c'est l'agent de Samuel Mbangula, le joueur du Werder Brême. Et la manière dont il a parlé à Samuel Mbangula après son match, parce qu'on était allé voir un match ensemble entre la Belgique et l'Espagne, les espoirs des Diables Rouges, je me suis dit, wow, c'est chaud. Parfois, les joueurs ont besoin de ça aussi. Après, comme je te dis, tout le monde a son passé, et je pense aussi que c'est la force des agents ou des personnes qui suivent les enfants, c'est de savoir avoir un passé qui les relie. Ma jeunesse, ce que j'ai fait dans ma jeunesse, ou avec qui j'ai traîné dans la jeunesse, où j'ai traîné, ça me permet aussi de communiquer ou de me faire respecter par ces petits jeunes qui veulent
Des fois, c'est même maintenant, je pense aujourd'hui, c'est plus vraiment des vrais voyous. C'est une manière de leur faire comprendre le Voilà. message, c'est ça? Ouais, je pense que, par exemple, il y a un exemple très bien là-dedans, c'est Geoffrey. Pelé, c'est des gens, quand tu vas parler comme ça face à face, c'est des gens Geoffrey qui- Mounjangibia. Ouais, et Pelé Mboyo, c'est des gens très instruits, qui parlent très calmement, mais quand ils doivent se faire respecter avec certains types de personnes, on sait leur faire rappeler que d'où on vient. C'est terrible parce que ce que tu es en train de définir un peu, c'est la jungle. Le monde du football, c'est véritablement ça. J'ai l'impression que parfois, on est obligé de venir montrer les crocs, que c'est une espèce de guerre interne entre des vrais compétiteurs et qu'il n'y a pas de place pour les faibles, quoi. Bah, c'est comme ça. Après, il y a un tri naturel qui se fait dès le plus jeune âge, c'est que c'est une réalité. C'est qu'il faut comprendre aussi que j'ai dû expliquer à ma femme, par exemple, c'est que je m'entraîne du lundi au vendredi pour être meilleur que le joueur qui est au même poste que moi, pour être titulaire, jouer le week-end, pour jouer contre un mec qui s'entraîne du lundi au vendredi pour être meilleur que toi dans l'équipe adverse, pour te battre sur ton terrain. Donc c'est une réalité, c'est dès le début, on grandit dans une concurrence. Tu verras dans beaucoup de sports d'équipe comme ça, il y a une énorme concurrence. Beaucoup de gens vont penser de nous qu'on est des gens sans sentiments, qu'on est très peu émotifs. Que ce soit Vincent, moi, Geoffrey, on a mes émotions, on ne les montre pas. C'est parce que depuis le plus jeune âge, on est obligé d'être dans une optique de se montrer toujours plus fort que la personne qui est face à soi. Ça crée comme tu as dit, c'est comme la jungle en fait. C'est la loi du plus fort. Est-ce que ça, parfois, ça a pu te poser des problèmes dans la relation avec les gens, etc. Non. Parce que c'est pas là. Normalement, la vie, elle doit pas être construite Non, comme ça. après, il faut savoir faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Comme là, maintenant, je te parle d'un beau français. Ben, si je dois parler avec certains amis, je parlerai un autre français, un autre langage, avec un français beaucoup plus strict. C'est important ce que tu dis aussi. Ah non, il faut savoir s'adapter, je pense. Il faut savoir se sentir bien dans plusieurs environnements différents. T'as déjà eu le sentiment d'être un peu en compétition avec ton frère, toi? Non. Non. À part le fait qu'on dise que je suis plus beau que lui, non. Non, honnêtement, je pense que déjà, il y a un gap de quasiment 4 ans, qu'on ne s'est jamais vraiment croisé sur un terrain de foot, à part quand on jouait au quartier, mais alors on était dans la même équipe. Donc il n'y a jamais vraiment eu de concurrence. Si des gens ont voulu instaurer une certaine concurrence, des gens qui étaient là pour créer des tensions. Sinon, non. Mais c'est très intéressant de voir vos deux parcours, parce que Vincent a vraiment un parcours, je dirais même universitaire du football. Tu vois, dans la Ouais, façon... il a fait tous les bons choix. Ouais, c'est quelqu'un qui, à un moment donné... Il y a, par exemple, un jeu vidéo qui est exceptionnel qui s'appelle Fable. Et ce jeu vidéo-là, c'est un jeu qui construit ton personnage au fur et à mesure des choix que tu fais. Donc le gameplay, il est construit par rapport à chaque fois aux étapes que tu passes et le personnage devient différent selon les choix que tu fais. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui a pu arriver à toi et par rapport à ton frère aussi. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est simple. On va dire Vincent, après certes, Vincent a beaucoup travaillé. Vincent, c'est un exemple au niveau professionnalisme. C'est toujours quelqu'un qui a pris des coups, qui a su se relever de la bonne manière et tout. J'ai pris des coups, j'ai aussi su me relever, mais au moment où il fallait faire les choix, là où Vincent faisait des choix réfléchis, moi j'étais pouf. Je partais. On va dire que souvent, en fait, quand j'étais jeune, surtout étant plus jeune, tous les choix qu'il fallait faire, je me suis toujours tout gouré. J'ai toujours pris le mauvais côté. C'est Là, dû à quoi ça? Là, il fallait aller à gauche, parce que j'étais têtu. Je pense que comme je t'ai déjà dit, quand j'étais jeune, on m'a mis j'avais tout pour moi. Tout le monde disait oui à tout ce que je disais. Je pense que ça m'a mis dans une optique de je sais mieux que tout le monde. Ce que je pense ou ce que j'ai dit est vérité. Et ça, ouais, ça, je pense, c'est la plus grosse erreur dans ma carrière. Ça n'a rien. Je pense que ma carrière est telle qu'elle est maintenant. C'est pas à cause de mes qualités. Je pense simplement à cause peut-être avoir été entouré, peut-être pas par les mauvaises personnes. Ça, je dirais pas que c'est les mauvaises personnes, mais peut-être des personnes qui ne matchaient pas avec moi, qui savaient pas comment parler avec moi ou me faire entendre raison. Et tu t'es construit en opposition par rapport à ton frère? C'est possible, ça? Pardon? Là, j'ai pas compris ta question. Non, mais que tu te sois construit en opposition sans vouloir faire de la psychologie de bas étage, mais l'idée, c'est de... Est-ce que tu as vu justement la façon, par exemple, dont ton frère réagissait, et toi, tu t'es dit, bah non, moi, je vais faire différent pour être en... Peut-être pour avoir existé aussi, avoir ta personnalité à toi. Je pense que depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été un peu le fou de la famille. Okay. Dans le fait de celui-là qui se faisait... Je faisais peut-être les moins grosses conneries, mais je faisais le plus de conneries. On va dire ça comme ça. Et ça, je pense que c'est dans mon caractère et c'est un truc... Ou alors c'est Vincent qui t'a vu faire et qui a dit, moi, c'est tout ce que je dois pas faire, et alors du coup, il a fait les bons choix. Il a fait ses conneries quand il était jeune aussi. Après, il a réussi à tourner très vite, parce que Vincent aussi a eu beaucoup d'expositions très jeune. Ça l'a forcé aussi à vite se brider.
Et ouais, non, moi, le seul problème, c'est que moi, j'ai pas eu le déclic au bon moment, je pense. C'est tout. Mhm. Que j'ai peut-être eu le déclic trop tard. Et tout ça, tu le transmets donc à tes jeunes joueurs. Ouais, sinon, honnêtement, sinon, mon expérience ne servira à rien si ce n'est pour la partager à la nouvelle génération. Et ça, je Mhm. pense que c'est une chance, pas de m'avoir moi, mais d'avoir beaucoup de ex-pros maintenant qui veulent s- s'initier en tant qu'agent ou en tant qu'accompagnateur dans des clubs de foot. Quand tu regardes par exemple Anderlecht, maintenant ce qu'ils ont bien fait, ils ont ramené beaucoup de joueurs, des ex-pros, et surtout issus de l'immigration, qui fait en sorte que quand ça parle avec les enfants peuvent se reconnaître dans les personnes qui parlent avec eux. Et Tu sais, moi, je suis quand même relativement étonné que tu sois devenu agent. Parce que, comme je dis, on Mhm. se connaît et on a déjà eu des discussions sur les agents où tu n'étais pas nécessairement le plus gentil. Tu Mhm. vois, sur certains agents qui, dans ta carrière, ont été parfois, bah, malheureusement, pas très sympas avec toi. Ouais, mais c'est justement pour ça que j'ai fait le choix d'être un agent aussi. Et c'est aussi la chose que je... Après, on peut dire que c'est un discours pour charmer les personnes à qui je suis en train de parler. Mais c'est que j'ai décidé, je veux être l'agent que j'aurais aimé avoir et dont j'aurais eu besoin quand j'étais jeune. Donc l'agent qui ose aller, qui ose me rentrer dans l'art quand je fais des bêtises, qui va se battre pour moi aussi et qui va pas toujours dire oui à tout ce que je dis. Mais est-ce que ce sont eux qui salissent le football? Non, ceux qui salient le foot, je dirais c'est plutôt simplement le fait qu'il y a beaucoup d'argent. Et l'argent attire de mauvaises personnes. Faut pas croire que tous les gens qui salissent le foot, c'est tous des agents, hein. Mhm, La plupart des gens, c'est des personnes qui se disent être agents pour pouvoir rentrer dans le jeu, mais qui sont pas agents. mhm, Donc je dirais ce qui salit le plus le foot, c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent. L'argent attire les mauvaises personnes. mhm. Toi, tu n'as pas de scrupule au fait, par exemple, de peut-être dénicher un talent qui est dans une autre agence pour le convaincre à faire venir chez toi? Moi, je parle l'idée que si le joueur ou la famille est ouverte à m'écouter, c'est que ils sont pas au bon endroit. Donc si c'est pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Oui, donc tu t'inscris vraiment dans cette compétitivité au sein du qui est inhérente quelque part à Après, l'industrie du foot. ouais, mais je pense pas que dans l'industrie du foot. Je pense dans toute industrie, il y a cette concurrence que tu vois même. Regarde dans les restaurants, ils vont essayer de voler les clients de d'autres restaurants parce que voilà, Mhm, c'est que à un moment tout le monde essaie de grandir et malheureusement pour grandir, parfois il faut aller se servir ailleurs. Après, il y a une façon de faire les choses, comme moi j'ai dit, c'est que par exemple dès qu'il y a un joueur qui est avec un agent à qui j'ai eu un antécédent, genre pardon un précédent, ou simplement une forme de respect qu'on se connaît, on s'est déjà parlé, je ne touche pas. ok. Non, Et malheureusement ça fait beaucoup de personnes que je dois dire je ne touche pas. ouais. Ouais, il y a des fois où tu attaques, il y a des fois où tu Non, n'attaques ça pas. voilà, Il y a une si question aussi de voilà de respect par respect, rapport. voilà si si c'est une personne quand on se croise, il y a un certain respect mutuel, ben j'ai été éduqué avec certaines valeurs où ça m'interdit de m'approcher de et je le dis aussi ouvertement, parfois au bureau, je suis on va dire un peu la personne qui va à contre-courant quand tout le monde dit ouais, il faut aller parler avec ce joueur-là, je dis non, malheureusement, l'agent, je le connais de là, on s'est croisé là, c'est une bonne personne, on a déjà parlé, on a bu un café ensemble. Donc voilà. Donc j'ai certaines valeurs qui m'interdisent quand même de approcher n'importe quel joueur. Et donc on le dit aujourd'hui, tu es agent dans une structure qui est une grosse structure internationale qui s'appelle YouFirst, qui est vraiment une agence qui au départ était très forte surtout en Espagne, puis après en Italie, Ouais. ils se sont développés en France et c'est vraiment devenu important. Quand tu construis toi ta stratégie pour convaincre un joueur, est-ce que tu alignes des red flags où tu dis là par contre c'est compliqué, je n'irai pas chercher ce joueur-là? Non, moi je pars déjà red flag numéro un avant même d'avoir parlé qui est son agent. Pas la taille de l'agence, que ce soit une grande ou une petite agence, c'est pas ça le problème, c'est qui est son agent. Est-ce que j'ai une relation avec. Est-ce que cette personne ne mérite pas que enfin, cette personne, j'ai assez de respect pour elle pour ne pas m'approcher de son joueur. Ça, c'est le premier red flag. Après, ce sera surtout aussi l'environnement du joueur, la famille. Parce qu'il faut se dire aussi, quand tu signes un joueur, tu ne signes pas que le joueur, Mhm, tu signes toute la famille. Donc ça dépendra aussi des valeurs que cette famille a, de la façon dont la famille place l'enfant au centre. mhm. Pour moi, c'est très important que quand on parle avec un joueur ou une famille, c'est que les discussions soient d'abord la famille, d'abord le joueur, puis la famille. Alors que on a déjà eu le cas où c'est d'abord les parents vont te demander moi j'y gagne quoi, avant même de parler du fils, et là c'est un red flag pour moi. Ah ok, c'est intéressant. Ça veut dire que pour toi, tu ne considères pas possible de financer pour signer. Non, ça c'est malheureusement ça fait partie du jeu. J'ai jamais eu à le faire jusqu'à présent. Tu pourrais le faire?
Soit si c'est vraiment le joueur, après c'est financé, c'est un investissement. Mhm. C'est comme si tu investis comme à la bourse, tu investis parce que tu sais qu'il y aura un rendement derrière. Donc ça, pourquoi pas? Mais si je le fais, c'est parce que je veux le joueur et pas parce que la famille veut de l'argent pour le joueur. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. C'est que j'ai déjà eu des discussions où le papa nous a dit cash, bon les gars, avant de parler de mon fils, moi là-dedans, je m'y retrouve où? Là, la discussion, pour moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Tu sais que ça va être un problème, c'est que nous, on veut d'abord qu'il parle du fils, le projet sportif pour le fils, projet financier du fils. Mhm. Est-ce que la famille peut aussi avoir quelque chose? Là, ça, il n'y a pas de souci pour moi. Oui, il y a deux types de parents. Des Ouais, parents ouais. qui se construisent comme les agents véritablement Mhm, de leur enfant. On en a reçu comme par exemple Thierry Huitzel. mhm, Et d'autres qui se construisent un peu plus comme des parents qui sont des accompagnateurs mhm. pour vraiment les soutenir. Comme par exemple Stéphane Stassin qui n'a jamais demandé un euro à un agent pour signer Lucas. Ah ouais. Donc il y a effectivement différents types de pères. Toi, tu arrives à repérer vraiment qui est qui, entre guillemets. Non, mais tu le vois vite, hein. Non, mais tu as des radars, je veux dire, pour Hmm, détecter ça. non, bon, après, le monde du foot, c'est un petit monde, donc on dit va vite, hein. Donc avant même d'avoir parlé aux parents, surtout des parents comme ça, on sait déjà, on va dire dans le milieu des agents, on sait déjà exactement qui sont ses parents, tu vois. Qui sont ses parents, ou si tu veux les amadouer, on parle même pas de foot, parle d'argent. Ah, ça veut dire qu'en gros, les informations circulent très vite à l'intérieur du marché. Ouais. Après, pas oublier maintenant, surtout la nouvelle génération, on est beaucoup d'ex-joueurs pro. Qui dit ex-joueur pro, c'est-à-dire on s'est croisés, on a des relations, on se connaît. Que quand je vais voir des fois des matchs, surtout chez les jeunes, trois quarts des agents, c'est des gens, on se connaît déjà d'avant. Ouais. Mais il y a une question qui me taraude quand même, parce que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est plus facile de faire un transfert si tu es représenté en tant que joueur par une grosse agence? Après, je pense que oui. Donc si toi, par exemple, tu as un super joueur qui est super fort, Après, est-ce que c'est plus facile de le mettre dans un top ça club? dépend de quelle super force. Si tu me parles de Messi, pas besoin d'agent. Mais après, sinon, ouais, non, c'est que dans la vie, comme le foot, c'est comme la vie de tous les jours, tu dépends du relationnel. Et l'avantage avec les grosses sociétés, c'est que le relationnel avec les clubs est très fort. Si c'est pas moi qui ai une relation dans le club X, je sais que au sein de la société, il y a quelqu'un qui a une relation très forte avec ce club-là. Et je sais qu'il y a parfois des discussions aussi entre joueurs en disant j'ai peut-être pas envie de faire partie d'une grosse agence parce que je ne serai pas considéré comme leur priorité. Parce que s'ils doivent présenter des joueurs, ils vont présenter trois milieux de terrain qui font partie de leur structure. Et celui que le club choisit, il le choisira lui. Et nous, on ne va pas pousser un dossier plus que l'autre parce que sinon, ce sera un désavantage par rapport à nos clients. Après, chaque société a une façon différente de fonctionner. Chaque boîte a une façon différente de fonctionner. Par exemple, nous, en Belgique, YouFirst, on fonctionne en fait. Tu as la base qui était un groupe qui a été créé par Tom Demul et Yama Sharifi. On a gardé en fait notre façon de fonctionner. On reste une petite agence, mais au sein d'une grande agence. Donc ça veut dire que le relationnel avec nos joueurs reste le même. Nos joueurs ne portent pas un numéro, mais un nom. On connaît chaque joueur de la société, on connaît qui ils sont, on connaît leur vie, on connaît leur famille. On est impliqué pas seulement du point de vue business, mais aussi émotionnellement dans leur carrière. Donc c'est différent. Chaque agence a une façon bien à part de fonctionner. Et je pense que ça, c'est le point fort chez nous, c'est que malgré qu'on est là en Europe, l'agence située en Europe numéro 1 sur le marché du foot, l'agence numéro 1 en Europe, pas l'agence européenne numéro 1 en Europe, malgré ça, on reste une petite agence parce qu'on fonctionne tous avec des cellules bien séparées. Mhm. Ouais, c'est intéressant parce que, tu sais, j'ai déjà discuté avec des agents de grosses agences comme les tiennes. Ce qui m'ont fait part, et justement les red flags qui m'ont signalé, c'est que parfois, il arrive qu'une agence se retrouve en compétition avec les deux agents de la même agence pour deux joueurs différents. Ça veut dire que parfois, je vais prendre un exemple d'une agence qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui a été fusionnée, qui s'appelle aujourd'hui CAA Base, mais qui s'appelait Base Soccer, où en fait il y avait deux agents qui se battaient auprès du même club pour la même agence, mais pour deux joueurs différents, parce que les commissions aussi forcément étaient en jeu. Et donc évidemment, l'agent à droite Non, je avait comprends. beaucoup plus intérêt à signer ce joueur-là au sein de qui faisait partie de la même agence, Non. plutôt que l'agent à gauche qui, lui, se battait évidemment pour son client à lui. Et là, évidemment, on a un vrai problème, en fait. Non, mais après ça, je te dis, chaque structure est différente. Et je pense que notre structure à nous, justement, est faite de telle sorte à éviter ces cas de figure-là. D'accord. Donc vous travaillez, vous n'avez jamais eu ce type de problème, et toi, ça ne te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur à ce niveau-là. Après aussi, c'est une réalité, c'est que certes,
Le relationnel nous permet de proposer les joueurs d'un club qui soit regardé d'une façon différente. Mais à un moment, c'est le club qui va choisir, tu vois. C'est le club qui choisit le profil dont ils ont besoin. Mhm. Donc même si au sein, ça m'étonnerait qu'on ait deux profils identiques au sein d'une société, d'une agence. Après, le club, l'avantage via une grosse agence, c'est que ces deux profils vont être regardés, on va pousser, et en fin de compte, le choix final dépend du club. Quel est le meilleur conseil que Vincent t'a donné dans le milieu du foot? En tant que footballeur, pas trop. On parlait pas beaucoup de foot, je pense. Le fait d'être au foot le matin, être au foot l'après-midi avec les trucs, quand on arrivait à la maison ou quoi, quand on était au téléphone, on parlait d'autres choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à discuter et aussi à raconter. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Mais sinon, c'était un conseil qu'il m'a donné dernièrement. Il m'a dit un joueur pro peut faire un mauvais choix à la fois, pas deux. Et ça c'était le déclic de dire ouais, des fois, dans le fait de justement quand j'étais jeune, de vouloir des fois prendre moi-même les décisions sans écouter les personnes autour qui avaient peut-être plus d'expérience ou qui étaient peut-être plus avisées à me dire, à me donner, à m'aider à prendre les bonnes décisions. Ben voilà, ça revenait à ça. François, il faisait deux mauvaises décisions à la fois, étant jeune. J'ai l'impression que ça vous a rapproché, moi. Le fait que tu sois maintenant dans le milieu du football, que tu aies trouvé ta place aussi et que vous ayez évolué dans vos vies Non, on différentes. a toujours été très, très proches. Pas oublier, jusqu'à l'âge de 16 ans, moi et Vincent, on dormait dans la même chambre, hein. Donc lui dormait sur le lit d'en haut, moi sur le lit d'en bas, donc on a toujours été très proches. Mhm. Malheureusement pour lui, partout où il allait, il était obligé de se farcir le petit frère. C'est vrai que ça a jamais été, ça doit pas être facile de toujours être ramené à ton frère. C'est pour ça que j'effleure le sujet et j'ai pas envie d'être Mhm. trop lourdeau avec ça parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi. Moi, à titre personnel, si ça pouvait m'arriver de tout le temps être rabâché, égoïquement et personnellement, c'est quelque chose qui doit parfois être fatigant aussi. Après, les seules personnes, je pense, qui vont me ramener chaque fois Vincent dans la discussion, c'est les gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'à un moment, je pense que déjà la discussion, tu me poses une question, tu as eu ta réponse, c'est bon, passons à autre chose. Mais sinon, je pense que personnellement, je me pense assez intéressant pour pouvoir Mhm. être aussi un sujet de conversation. Mhm. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est bien que tu aies pu te construire toi-même dans un milieu où effectivement, ça fait un peu office de catalogue, Ah quoi. Tu vois non. ce que je veux dire? Après, ça a rendu, surtout quand j'étais joueur de foot, ça rendait des fois les choses plus difficiles pour moi. Que c'est vrai qu'il y avait toujours plus d'animosité, pas dans mon vestiaire, parce que j'étais. Bon, quand j'arrivais dans un club, tout le monde pensait que j'allais me la péter parce que voilà, je m'appelle compagnie. Et après deux trois jours, ils comprenaient que c'était pas le cas, que j'étais vraiment un mec très humble, très simple et tout. Et bon délire, je pense. Mais c'était surtout quand je jouais contre des équipes, dans un premier temps, tout le monde voulait se mesurer à moi. Je sentais qu'il y avait une certaine animosité des joueurs, des supporters. Après, justement, je pense que ça m'a aidé à devenir un meilleur joueur de foot, c'est que je devais chaque fois me donner à 100%. Mais ça t'a ouvert des portes aussi. Non, en tant que joueur de foot, ça m'a ouvert aucune Non, porte. en tant qu'agent, En tant maintenant, qu'agent, pour non, la grandir. réalité, c'est que le plus dur dans le monde des agents, c'est, je pense, de savoir rentrer en contact avec les clubs. Que c'est bon d'avoir les numéros, mais si t'as le numéro, il faut aussi que le mec de l'autre côté du téléphone te réponde. Et ça, je pense, c'est l'avantage de s'appeler compagnie. C'est que les gens sont contents de pouvoir dire que ouais, j'ai parlé avec le petit frère de Vincent Compagnie, l'entraîneur du Bayern. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est pour ça aussi que Tom Demul souvent t'envoyait à Anderlecht pour discuter de certains dossiers. Ouais, mais ça, c'est pas oublié. Anderlecht, Non, mais moi-même. Tom, il est malin, je veux dire, il n'y Ouais, a non, je rien de sais. mauvais à ça. Non, Il mais. disait, voilà, il est proche Non. d'Anderlecht, il s'appelle Compagnie, Ouais, s'il faut voilà, négocier c'est des ça. deals, Ça, c'est voilà, on y va, différent. Ça, quoi. c'est différent. C'est que Anderlecht, il y a un lien spécial avec le club Anderlecht, que tu le veux ou pas. Mon père, même quand Vincent était à City, mon père a maintenu un abonnement pour près de 10 ans au stade. Mon père était souvent encore vu au stade. Vincent suit Anderlecht de très près. Moi, j'habite à 2 minutes de Nerpede. Ma sœur va des fois au stade. Son fils joue à Anderlecht. Mhm. Il y a un lien avec la famille Compagnie qui est indéniable. Anthony Van Den Boer était ici il y a 2 semaines et il m'a dit une phrase très très forte Mhm. qui a beaucoup résonné aussi chez beaucoup de Bruxellois. J'ai eu beaucoup de réactions Mhm. liées à ça en disant qu'Anderlecht avait oublié Bruxelles. Ouais, ça c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'était le cas il y a de ça quelques années. Là, surtout quand Anthony était encore à Anderlecht les dernières années, c'était le cas. Mais justement, je pense que maintenant Anderlecht est entré dans une nouvelle dynamique. À ce niveau-là, justement, je pense qu'ils ont compris de leurs erreurs. Qu'à un moment, c'est une vérité, à Bruxelles, tu as des petits jeunes qui ont des parcours de vie très compliqués. Qui viennent des quartiers pauvres, comme nous Vincent, moi, ma soeur, on vient des quartiers pauvres de Bruxelles. On a vécu des choses que quelqu'un qui grandit à Dilbeek ne vivra jamais, ne verra jamais. Et ça, c'était le problème à Anderlecht, c'est qu'à un moment, tous leurs entraîneurs, tout le monde qui était censé s'occuper des enfants
on va dire, à problème, étaient encadrés par des gens qui ne comprenaient pas, qui ne comprenaient pas leur réalité, leur quotidien. Et ça, justement, ça a changé. Quand tu regardes maintenant, Anderlecht, ils ont signé chez les jeunes, tu as Arnaud Djoum, tu as Marvin Ogunjimi, tu as Patrick Dimbala, tu as Naïm Arab. C'est tous des gens qui viennent des mêmes quartiers, qui comprennent le quotidien de ces enfants. Et qui peuvent justement, là où à l'époque un entraîneur aurait dit, bon, moi, ce petit garçon-là, c'est un garçon à problème. Buiten, ce petit marche différemment, s'habille différemment. Je pense que c'est ça qu'il avait dit Anthony. Buiten. Mais maintenant, ils ont mis des gens justement qui peuvent communiquer avec ces gens-là, qui comprennent et qui ont envie de les aider. Et tu penses qu'aujourd'hui, le problème est en train de se résoudre? Je pense que là, et ça, il faut dire quand même chapeau à Tim Bourget à ce niveau-là, que Tim Bourget a vu aussi que quand il est arrivé à Anderlecht, il y avait un problème. Il voyait beaucoup de Noirs et d'Arabes sur le terrain, mais il voyait personne pour s'occuper d'eux. Tu vois? Et là, maintenant, ils ont fait ça, ils ont ramené, en plus d'avoir ramené des gens issus de l'immigration, c'est des gens qui sont compétents, qui ont eu une belle carrière, qui ont eu un vécu, qui sont respectés, si ce n'est pas par le joueur, sont respectés par les parents. Et je pense que non, à ce niveau-là, Anthony avait raison il y a de ça 2 ans, mais je pense qu'Anderlecht justement est en train de tout faire pour redevenir l'Anderlecht où, peu importe le milieu social d'où tu sors, ou la façon dont tu parles, où tu t'habilles, tu es le bienvenu à Anderlecht. Mais il y a un moment donné où tu as quand même compris sa colère. Ouais, c'est parce que quand les dernières années où Anthony était là, c'était une réalité. Même j'avais déjà fait la remarque quand Vincent était entraîneur à Anderlecht, j'y avais un problème. J'ai dit, Vincent, t'as 3/4 des enfants sont issus de l'immigration, que ce soit africaine ou Europe de l'Est, mais t'as personne au sein des entraîneurs qui peut comprendre de ce qu'ils vivent. Il n'y a personne au sein des entraîneurs d'Anderlecht à cette époque-là qui vient comme nous, des quartiers nord, qui viennent des quartiers pauvres de Molenbeek, qui ont grandi, que tu ne vois pas dans une certaine violence dans la rue. Ils comprennent. Et ça, certains enfants ramenaient leur violence qu'ils ont vue dans la rue ou peut-être même à la maison, ramenaient ça au foot. Et quand tu es une personne qui n'a pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans la tête de ces enfants-là. Et ça, je pense, Anderlecht, à ce niveau-là, ils ont fait... il faut dire chapeau à ce niveau-là, ils ont pris un risque. Parce que c'est pas un entraîneur par an, c'est d'un coup, ils ont ramené 4-5 entraîneurs. J'ai même oublié, ils ont ramené Koudimbana aussi. C'est tous des gens qui ont leur passé. Mais j'ai pas l'impression que le public a conscience de la violence dans laquelle grandissent ces jeunes qui sont aujourd'hui formés à Anderlecht. Après... Parce qu'Anderlecht est quand même un espèce de... Et c'est peut-être le problème aussi d'Anderlecht, de club qui travaille en vase clos. Donc, où la transparence n'est pas nécessairement la qualité première du club, tu vois. Après, ça a été une obligation c'est un truc qui a été créé à cause des parents, à cause que les parents ne savaient pas se comporter au bord du terrain. Même ma sœur, elle a le club BX Brussels, malheureusement, on a dû garder les parents hors des enceintes parce que les parents veulent prendre la place de l'entraîneur. Les parents créent du stress là où justement l'enfant doit être, s'il vient au foot, c'est pour être concentré, pour apprendre du coach et pas que les parents leur rajoutent un stress. Donc si maintenant, oui, on peut penser que c'est un vase clos, mais c'est dû au comportement des parents. Il y a de ça 5-6 ans, à un moment, Anderlecht a dû prendre une décision de... Les parents, c'est buiten, vous attendez vous venez déposer votre enfant, vous venez le prendre après l'entraînement. Parce que c'était pas bon pour les gamins, et parce que c'était pas bon pour Anderlecht, le club, l'image. Ouais, mais pas seulement Anderlecht, je pense que c'est une généralité dans beaucoup de clubs maintenant. C'est que les parents, nous quand on était jeunes, il y avait une concurrence, par exemple, entre les équipes, quand on jouait contre des RWDM, ça, il y avait une grosse concurrence, les parents se charriaient, mais ça en restait là, c'était bon enfant, alors que maintenant, tu entends des parents qui se bagarrent ensemble, des parents qui en reviennent aux mains avec les arbitres, tout ça, nous, on n'a pas connu quand on était jeunes. Parce que nous, quand nos parents nous déposaient étant jeunes, on partait s'amuser. Maintenant, malheureusement, certains parents, comme on dit beaucoup le projet Mbappé, beaucoup de parents mettent beaucoup d'espoir dans la réussite de l'enfant. Donc, ils mettent une pression à l'enfant et se mettent une pression à eux-mêmes que l'enfant doit réussir. Que nous, c'était pas comme ça quand on était jeunes. Nous, quand on était jeunes, même quand on avait 14-15 ans, quand on commençait à sentir qu'on allait devenir pro, on pensait au stade, jouer dans les stades remplis, mais on pensait pas à l'argent qu'allait suivre. D'ailleurs, j'ai vu que tu as repartagé la déclaration de Wilfried Mbappé, qui est au micro d'une interview, à la suite d'une promotion d'un film qui d'ailleurs est super intéressant,
qui s'appelle Tu seras pro, mon fils, qui est vraiment pas mal. Il a dit, mais le projet Mbappé, ça n'existe pas, en fait, fondamentalement. C'est quelque chose qui est qui a été culturellement un petit peu entretenu par les parents, par le milieu, etc. Créer une hype sur un truc Ouais. qui est faux. Que si tu veux, tu peux aussi dire que pour Romulu, le projet Romulu, le projet compagnie, tout ça. Alors que non, du tout, mon père était très présent, mais était là pour nous accompagner. Tout comme il était présent pour ma sœur, pour l'amener à l'athlétisme le matin, le soir, aller aux compétitions, alors que dans l'athlétisme, il n'y a pas d'argent à prendre. C'est une réalité, il n'y a pas d'argent à prendre. Mais c'est simplement ça, je pense, être un bon parent, c'est donner tous les moyens possibles à son enfant de réussir. Mhm. C'est ce que tu essayes de faire avec les tiens. Voilà, c'est ça. Et c'est pas les pousser, mais leur donner les moyens de réussir. S'ils veulent faire quelque chose, je vais aller avec eux. S'ils veulent ceci, on va faire ensemble. Mais je vais jamais pousser mes enfants à... Ils seront jamais obligés de faire quelque chose. S'ils le font, c'est parce qu'ils en ont envie. Dans la thématique que j'essaye d'aborder, surtout avec toi, euh, cette thématique de frère de joueur, elle est toujours intéressante parce que souvent, la carrière du frère s'accroche un petit peu à celle de l'autre qui, d'une manière ou d'une autre, est plus ou moins successful, tu vois. Mais toi, t'es pas l'agent de ton frère. Non. Pourquoi? Je pense que je n'ai pas encore la légitimité. Que là, on parle maintenant, à l'heure actuelle, on parle quand même de... C'était top 5 mondial des coachs. Hein. Laisse-moi le temps. Peut-être un jour dans le futur, je serai l'agent de mon frère, mais chaque chose, étape par étape. T'as envie? Ouais, j'aimerais bien, mais après, non. Parce que Vincent, il est casse-pied, donc non. Je pense que, et que tu le veux pas, il y a toujours ce rapport de grand frère, petit frère. Donc même si je sais que j'ai raison, quand je dois débattre avec Vincent, c'est compliqué. Je dois trouver le bon moyen de ne pas le vexer. Donc non, je pense que je veux passer à ce niveau-là. L'agent de Vincent, non merci. Ça veut dire que tu te verrais en complicité, peut-être collaborer sur des dossiers, mais pas dans une gestion quotidienne. Non, dans une gestion quotidienne, non. Et je pense aussi qu'il a atteint un niveau, et si l'expérience, il n'a pas besoin de ça. Vincent n'a plus besoin de ça. C'est que l'argent est important surtout pour aider l'enfant, surtout avec un jeune, l'aider à se construire et à se préparer aussi au monde pro. Car les gens qui vivent hors du foot ne peuvent pas réaliser la pression quotidienne qu'un joueur pro. Et aussi, que tu le veux ou pas, toutes les tentations qui vont avec ça. Que les gens savent qu'il y a de l'argent, savent que tu es connu, que tu roules à une belle voiture et tout. Et ça, c'est des trucs aussi que nous, notre rôle d'agent aussi, c'est à ce niveau-là, c'est de les préparer à ce moment-là. Qu'ils soient prêts au jour J. Qu'ils soient prêts au jour J où ils seront connus par tout le monde. Ben non, il faut les préparer mentalement. C'est pas un truc qui se fait naturellement, ça. Le matériel, ça tue dans une carrière. Le côté bling-bling. Je me rappelle d'Anthony qui me disait qu'est-ce qu'il a tué. Il m'a dit la night. La fête. Ah, il aimait bien la fête, lui, quand il était jeune. Ouais. Ah, après, je pense qu'il n'était pas seul. On était beaucoup à aimer la fête, dont moi, c'était le cas aussi. Et simplement, c'est que malheureusement, Anthony était plus connu que nous tous. Donc, quand il faisait la fête, ça se savait partout. Ouais, mais il y a aussi des trucs où... moi, j'en ai parlé un peu avec lui. Il y a des trucs qui étaient un peu tristes. Tu vois, il tenait des bars, notamment dans Bruxelles, dont il était propriétaire. Et quand les gens venaient consommer, bah, il disait, je viens avec Anthony, je suis avec Anthony, donc je paye pas. Bah, justement, le principe même d'un ami, c'est si tu viens, tu payes double pour envoyer de la force. Non, je comprends entièrement. Que moi, j'ai un pote à moi qui est coiffeur. J'ai jamais... Le nombre de fois qu'il a dit non, c'est bon, c'est pour moi, je dis non, frère, quand je viens chez toi, c'est pour donner de la force. Ça, je comprends entièrement. Après, pas tout le monde a le même cercle d'amis. Hein. C'est que nous, à ce niveau-là, on est bien tombés. Que ce soit Vincent, moi, on a les mêmes amis depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est au quartier. Et on a un cercle très fermé. Mais c'est des gens avec qui je sais que je peux aller à la guerre et je sais que si j'ai un bar, ils viendront et ils paieront. Avec plaisir, ils viendront payer, ils feront exprès de consommer pour payer, si j'étais le nom d'un bar. Vous vous protégez entre vous, les compagnies? Non, pas besoin. Honnêtement, pas besoin. Je pense que Vincent est une personne de réfléchie, ma sœur aussi, moi. On est peut-être des gens un peu méfiants, ça c'est une réalité. Mais entre nous, non, parce que je vois pas. J'ai mes amis qui me protègent, Vincent a ses amis qui se protègent. Entre nous, en soi, on n'a pas de raison de se protéger aussi. Donc toi, ça n'a jamais été difficile pour toi de vivre dans l'ombre de ton frère? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ok. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Qui était le plus turbulent? C'est toi, tu m'avais dit. Hein? Ouais. Ouais. C'est quoi les plus grosses
les plus grosses bêtises que tu as faites quand tu étais enfant? On va dire la plus grosse. J'en ai fait une plus grosse, je ne saurais pas t'en dire une comme ça. Mais je me rappelle une phase où on jouait à PlayStation. Moi, j'étais un très mauvais perdant à la PlayStation. J'ai perdu, j'ai cassé la manette. Vincent s'est énervé. On devait avoir quoi 11, je devais avoir 11 ans. Il s'est énervé, il a voulu m'en mettre une, je lui ai mis une tête. Il s'est mis à saigner. Et j'ai passé 3 heures enfermé dans les toilettes jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. Donc voilà, ça c'est un truc que je me rappelle encore. Ouais. J'ai passé 3 heures dans les toilettes avec heureusement il y avait des BD pour faire passer le temps en attendant que ma mère revienne parce que je sais que si j'ouvrais cette porte, j'étais un homme mort. Et ça a dû être sympa, le sermon derrière en soirée de ton père. C'est plutôt mon frère qui s'est fait engueuler car quand ma mère est venue, j'ai ouvert la porte. Lui, il a entendu la porte qui s'est ouverte et il a débarqué pour finir ce qu'il avait commencé. Et donc finalement, et aussi j'étais le petit dernier. Donc j'étais un peu le petit chouchou protégé, donc c'est lui qui a pris la totale. Vous vous bagarriez beaucoup? Ouais, beaucoup. Surtout quand on jouait à PlayStation. Quand on jouait à PlayStation, là, c'est le seul endroit où on était en concurrence. C'est les jeux de PlayStation. Ok. Euh, C'est souvent toi qui gagnais ou lui? Au début, c'était lui. Et après, j'ai grandi, je commençais à être plus habile de mes mains. Et puis, c'est là où les tensions ont commencé, c'est quand j'ai commencé à le battre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ça devenait vraiment du sérieux quand on jouait à la PlayStation. Ah, t'as toujours senti ce truc chez Vincent de j'ai pas envie de perdre? Après, perdre contre son petit frère, contre le petit frère, c'est jamais agréable. Hein. Et je pense que je le vois chez mes amis aussi, ils détestent perdre contre le petit frère. Hein. Mhm. Ouais, il y avait ce côté aussi, tu sentais qu'il voulait que tu sois, enfin, que tu le respectes comme son grand frère. Il y Ouais, avait ce mais truc-là chez lui. parce que surtout, que c'était une raison pour moi de pouvoir le charrier à ce moment-là. Quand tu bats le grand frère, d'abord, ça a commencé par les meilleurs amis de Vincent, ceux qui sont passés à la casserole. Eux, je les lâchais pas. Et dès que c'était autour de Vincent aussi, je le lâchais pas. Et Vincent, il détestait ça. Ah, non, c'est sympa. C'est sympa. On parlait de ton papa tout à l'heure. Forcément, il fait de la politique. Mhm. Est-ce que tu as déjà pensé à un petit peu suivre son chemin à lui, à faire de la politique, ou est-ce que c'est un truc qui, en mûrissant, en grandissant dans ta vie, peut constituer quelque chose de sympa? Non, je pense que c'est pas la politique n'est pas quelque chose pour moi. Après, je suis intéressé par la politique, je suis tout ce qui se passe, j'ai des débats avec mes amis. Mais après, pour être politicien aussi, c'est quelqu'un qui aime aller vers les personnes, qui aime aller serrer les mains des gens, faire des nouvelles rencontres. Et moi, je suis à ce niveau-là, je suis très réservé. Quand je suis quelque part, si je connais personne, le premier pas ne viendra jamais de ma part. Mhm. Alors que politicien, c'est l'inverse. Quand quand mon père débarque quelque part, il connaît tout le monde, serre la main avec tout le monde, rigole avec tout le monde. Et à ce niveau-là, on est fort différents. Quand on est justement un petit peu biberonné comme ça à la politique avec ton papa, etc., qui est un petit peu à tous les événements, serrer les mains, etc., est-ce qu'on a quand même une conscience politique qui est plus importante que les autres? Est-ce qu'on pense différemment le milieu dans lequel on vit, les choix, les gens, tout ça? Est-ce que tu as des avis sur les politiques? Ça date pas d'hier. Ma mère aussi était fort impliquée dans tout ce qui était politique. Mhm. Elle était, comment on appelle ça encore Allez. Elle était, comment on dit quand il y a ceux qui font les grèves? Ah oui, syndicaliste. Voilà, ma mère était syndicaliste et tout. Donc c'était quelqu'un qui était fort impliqué dans tout ce qui était politique. Mon père aussi depuis avant même que j'étais né. Mhm. Donc j'ai grandi là-dedans. Donc j'ai grandi avec des parents qui parlaient de politique au petit-déj et au repas du soir. Donc après, c'est normal que avec le temps, nous-mêmes, on s'est intéressés à ça, que ce soit Vincent, Christelle. On est très intéressés à ça. Après, on a des avis aussi des fois très divergents. Donc ouais. Il y a des débats sur ça en famille? Ouais, après surtout ma sœur. Mais après, voilà, Vincent, lui, il n'est pas assez souvent là pour qu'on ait des discussions profondes au niveau de la politique. Ouais. Moi, je me doute, hein, quand tu passes tellement peu de temps avec ton frère, quand tu passes du temps avec lui, c'est pour parler des trucs cool, quoi. Ouais, voilà ça. Ouais. Donc surtout parler des enfants, ce que les enfants ont fait comme bêtises et tout. Ouais, tu m'as dit, on parle pas trop du monde du foot. On parle en général des matchs, des joueurs, Ouais. de notre passion, quoi. On va parler des prestations, des matchs qui sont passés peut-être le week-end ou quoi, mais sinon du monde du foot, non, je pense que... Et en plus, maintenant, la réalité, c'est que Vincent a une vision, il est de l'autre côté, moi je suis de l'autre côté. Hmm. Et c'est deux visions du foot totalement différentes. Donc, À part que possiblement, vous pouvez vous accrocher, quoi. ouais, donc ça ne matche pas trop ces visions. Maintenant, moi j'ai la vision d'un agent, je regarde le foot avec la perspective d'un agent, Vincent en tant qu'un entraîneur. Donc c'est deux trucs qui... Ça ne matche pas. Ouais, surtout que Vincent, ce qui a été toujours très fort, moi j'en avais parlé notamment avec Adrien Trebel, Adrien me disait ce qu'il avait impressionné, c'est que
il avait réussi à convaincre son groupe et certains joueurs de dire si vous suivez mes consignes, ça va se passer comme moi je le dis et vous allez voir, vous allez gagner. Et du coup, ça s'est passé comme il a dit et ils ont gagné derrière. C'est aussi une conviction. C'est un homme dont il est difficile de changer les idées. À partir du moment où il pense quelque chose, vas-y pour essayer de lui faire changer d'avis. Ouais, donc, non, je dirais pas qu'il est têtu, mais quand il est sûr d'avoir raison, c'est compliqué. Après, tant mieux pour lui, pour l'instant, il se loupe pas trop, donc tant mieux pour lui. Ouais, c'est clair, on lui souhaite. En tout cas, c'est exceptionnel. Il peut devenir très clairement, s'il gagne la Ligue des Champions cette année, le plus grand entraîneur de l'histoire de la Belgique, hein, très clairement, devant Raymond Goethals. Il peut entrer dans la légende. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu serais fier, parce que je vois que tu en parles avec un peu d'émotion. Ça doit Non, être incroyable quand même de voir après ton non, frère. je suis fier depuis le jour 1, tu vois. Je pense le plus fier que j'ai été, c'était quand il a joué son premier match en Europe. Je pense que j'ai jamais été aussi fier de lui. C'était je pense que c'était à Bucarest. Et j'étais en vacances avec ma mère et je pense que c'est dans les journaux, qu'à l'époque, tu n'avais pas encore Internet comme maintenant et tout ça, où pas tout le monde avait accès à Internet. Et c'est dans les journaux que j'avais appris qu'il avait joué son premier match en Coupe d'Europe. Mhm. Et je pense que j'ai jamais été aussi fier que de voir son nom dans les journaux à ce moment-là. T'as jamais douté de sa réussite au Bayern? Non, je pense pas. Parce que depuis le premier jour qu'il est devenu entraîneur à Anderlecht, ce que je lui disais toujours, malheureusement, je dis, le foot, la façon dont tu vois le foot, tu as besoin d'avoir les moyens pour. Tu as besoin d'avoir les joueurs pour. Que ce qu'il demande de ses joueurs, c'est de l'excellence. Et ça coûte cher. Et malheureusement, ni à Burnley, ni à Anderlecht, tu as les moyens pour payer ce genre de joueurs-là. Mhm. Donc à ce niveau-là, je disais depuis le début, je disais avec Vincent, la façon dont tu vois le foot, tu auras beaucoup plus facile à réussir à City, Bayern, Barcelone qu'ailleurs. Oui, c'est un peu la même réflexion que j'ai sur Vincent, c'est-à-dire que un petit peu à l'image d'un Guardiola, il est tellement dans l'excellence, c'est tellement ce que moi j'appellerais un universitaire du football, dans cette volonté de toujours être le meilleur, dans l'excellence, dans ces micro-détails sur lesquels il est parfois hyper pointilleux, que jouer dans un niveau où malheureusement il est possible que pendant l'entraînement ça rate des passes, il est possible que les ballons soient envoyés de l'autre côté du terrain à un moment donné sur des longs ballons, etc. Et ça va le faire devenir fou en fait. Ouais, Tu vois. après, pas fou, mais simplement qu'il a eu besoin de s'adapter, que ce soit à Anderlecht aussi. Que même en tant que joueur, c'est moi j'avais dû faire les réflexions. Quand il joue ses premiers matchs à Anderlecht, il claquait des ballons forts. Et je disais, mais Vincent, tu joues plus avec De Bruyne devant toi. Hein. Non, c'est une réalité. C'est que les ballons que tu avais l'habitude de mettre à De Bruyne, qu'il reste collé au pied ou à Agüero, et je dis, là maintenant, tu vas devoir commencer à mettre des ballons comme moi je mets des ballons. Mm-hmm. Appuie moins fort tes ballons, soit fais en sorte que tes ballons arrivent mieux. Et ça, c'est un truc justement où Vincent était habitué, que ce soit à City, d'être entouré des gens qui maîtrisaient l'art du foot. Lui veut produire un foot où il faut maîtriser l'art du foot. Donc malheureusement, tu peux faire que ça dans quelques clubs en Europe. Il y a des moments où il s'appuie sur toi. Quand il était à Anderlecht, ouais, parce qu'on était souvent ensemble, que je lui donnais mon avis sur ma vie. Des fois, quand je regardais les matchs, je lui donnais mon avis sur certaines phases défensives. Que à l'époque, je me focusais beaucoup sur la défense. Là, je lui donnais mon avis et des fois, on avait des échanges. Pourquoi? Lui, il pensait que le défenseur aurait dû faire ça et moi, j'expliquais pourquoi, à mon avis, il aurait dû faire ça. Mm-hmm. Et même quand il était au Bayern au début, des fois, j'ai envoyé 2-3 fois des schémas d'entraînement que j'avais pensé. Quand j'étais à Lokeren, que j'avais demandé à mon coach, peut-être il faudrait faire ça, ça, ça pour s'entraîner sur le sur les changements de côté, tout ça. Et j'avais envoyé Vincent. Donc ouais, et il m'a jamais dit arrête tes bêtises. Chaque fois que je lui ai donné un conseil, après je sais pas s'il l'a appliqué, mais il a écouté ce que j'avais raconté. Vincent a une vraie maîtrise en tant qu'entraîneur. Est-ce que toi aujourd'hui t'estimes avoir une maîtrise en tant qu'agent du marché? Non, le jour où je pourrais dire que j'ai une vraie maîtrise en tant qu'agent du marché, c'est que peu importe le club que tu appelles, la personne te répond dans la journée. Okay. À ce moment-là, tu peux dire que tu maîtrises le marché. Et là, c'est pas encore le cas. Après, j'ai beaucoup de clubs qui me répondent. Maintenant, je commence à créer un réseau de plus en plus vaste. Mm-hmm. Mais pas oublier, ça fait qu'un an et demi que je suis agent. Donc, il y a combien de clubs, combien de centaines de personnes à apprendre à connaître, à créer une relation, ça prend du temps, tout ça. Ouais. Le jour où je pourrais te dire, aujourd'hui, tu veux que j'appelle qui? Mm-hmm. Ok, j'envoie un message, il me répond à la journée, François, comment tu vas? Là, je peux dire, je maîtrise le marché. T'as une plus-value que les autres n'ont pas pour attirer les joueurs? Quelque chose où tu dis, ça, c'est ma touche à moi et il n'y a personne qui va me l'enlever?
Hormis le fait que je m'appelle Compagnie et que c'est écrit sur le visage. Ah oui, c'est vrai Donc, que hormis tu le lui fait de ça, ressembles je beaucoup. pense que c'est surtout l'aspect humain, Ok. que j'essaie d'être différent dans l'approche humaine. Que, comme je dis, toutes les grosses structures, en fin de compte, on propose tous les mêmes services. On a les meilleurs avocats au monde, on a le réseau, tout le monde a... Le réseau que nous, on a, c'était l'Arla, Bezla. Donc maintenant, j'essaie de me différencier sur l'approche humaine avec les joueurs, la famille, et aussi l'encadrement humain que je propose alors à ces gens-là. Qu'en fin de compte, une fois que tu arrives dans des sociétés, tu as une dizaine de sociétés comme ça en Europe, on a tous les mêmes services. Tu leur dis directement, moi, j'ai pas une boule de cristal à tes potentiels clients. Pardon? À tes potentiels clients, à tes joueurs, tu leur dis clairement, moi, j'ai pas une Non, boule je de ne fais cristal, pas je te vais faire de pas vous emmener promesses. au Barça, je passe. Non, Voilà. je fais jamais de promesses. La seule promesse que je fais, c'est que je vais me donner à fond pour la personne. Je ne vais jamais te promettre que je vais t'amener dans le club X, Y, Z. Non, je te promets que je vais me donner à fond. Et après, la réalité, c'est mon travail dépendra du travail du joueur sur le terrain. Ok. Ça, c'est la réalité. Hein. Est-ce que tu as planifié ta carrière en tant qu'agent? Parce qu'en tant que joueur, forcément, on l'a vu, tu avais peut-être des idées, des envies, etc. Mais est-ce que justement, tu peux te servir de ce que tu as raté en tant que joueur Mhm. pour devenir un agent peut-être encore plus asserti, prêt, qui cale tout, qui planifie, etc. Tu vois, est-ce que tu as par exemple des objectifs où tu dis, OK, dans 2 ans je suis là, dans 3 ans je suis là? Après, je ne me donne pas d'objectif dans la durée. Euh, J'essaie simplement de faire mon bout de chemin le mieux que possible et grandir, grandir, grandir jusqu'à un moment espérer devenir arriver au sommet. Mais sinon, non, à ce niveau-là, seul truc que je me donne comme deadline, c'est des fois pour agrandir mon réseau, que j'ai envie d'avoir le réseau le plus vaste, le plus vite possible. Sinon, tout ce qui va à niveau joueur, c'est une réalité. Joueur X va te ramener joueur Y, il va te ramener joueur Z. Donc ce Mhm. sera step by step. C'est vraiment le secteur dans lequel tu veux t'épanouir, tu veux grandir. Ben, à vrai dire, ouais, ça fait depuis... J'étais en minime, je pense. Mon entraîneur de minime, à l'époque, je comprenais pas trop c'était quoi le boulot des gens. Quand je lui demandais c'était quoi son travail, il me disait manager. Ouais. Mais c'était un anglophone. C'était à l'ancienne, ça. Ouais, non, mais manager, mais il était manager chez DHL. Ouais. Mais moi, dans ma tête, manager, ça fait tilt agent de foot, basket et tout ça, parce qu'il venait toujours bien habillé avec des lunettes de soleil. Et depuis cet âge-là, depuis ce jour-là, j'ai eu le déclic, je dis, je veux devenir agent. Je savais pas c'était quoi le métier, mais je dis, je veux m'habiller comme lui. Mhm. Après, maintenant, tu vois comment moi je m'habille aujourd'hui, c'est à l'opposé. Mais à l'époque, il avait costume, cravate, lunettes. Je dis, moi, je veux devenir manager. Je pensais qu'il était manager de foot, mais apparemment pas du tout. Ok. Mais c'est comme ça que m'est venu l'envie de devenir agent. Ah oui, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de tôt, c'est Non, ça pas. date depuis Ouais. même mes études à l'université. Après, j'ai dû arrêter à cause du foot, comme je suis parti jouer à l'étranger. Mais même mes études que j'ai entreprises à l'école aussi, j'ai directement fait pas sciences, j'ai fait maths, économie, fort. Tu vois, maths forte, économie, parce que dans l'optique de devenir agent, j'étais à l'université en néerlandais, j'ai fait toegepast economische wetenschappen, sciences éco appliquées dans l'optique de devenir agent. Mhm. Après, je comptais faire un master sport management, toujours dans l'optique de devenir agent, donc ça date pas d'hier. Mhm. C'est un truc, ça fait depuis que je suis petit, j'ai envie de faire ce métier. Ah, ok, d'accord. Parce que tu sais, c'est ce qu'on se dit en général. Il n'a pas réussi sa carrière. Du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Non. Il veut devenir un agent pour essayer de continuer à rester dans le milieu Ben d'une voilà, manière ou d'une autre. c'est le vrai. Après, c'est beaucoup les gens qui font ça, qui deviennent agents pour ces raisons-là, ne restent Réussite. pas agents. Je dis pas qu'ils réussissent, mais ne restent pas agents. Pourquoi? Parce que surtout ce mercato, j'ai réalisé que c'est des heures de nuit blanche, des prises de tête à la maison. Tu marches sur la pointe des pieds avec madame qui est énervée parce que tu es tout le temps au téléphone. Les gosses qui demandent où est papa. Papa, il est là, mais il n'est pas là. Donc, si tu n'as pas la passion, si ton rêve n'est pas de devenir agent, tu tiens pas, tu tiens pas sur la durée. Mhm. C'est quoi ta qualité première pour devenir le meilleur agent possible? Bah, je te dis, la façon dont je suis, je pense, toujours de bonne humeur, toujours partant, motivé à... je suis toujours partant pour faire quelque chose. Ok. Je suis toujours partant si on me dit il faut aller voir un match, il faut aller parler X, Y, Z, je suis toujours partant, je suis toujours, peu importe les heures, je compte pas mes heures. Mhm. Parce que je le dis aussi au club et ils peuvent en témoigner, si tu m'appelles à 2 heures du matin, je vais répondre. Certes, peut-être je vais me faire engueuler, tu entendras en arrière-bruit une madame qui est fâchée sur moi. Oui, c'est Et vrai que tu dors pas beaucoup, hein. ouais, non, c'est que je suis... À ce niveau-là, j'essaie d'être... Quand je me fais une promesse, j'essaie de m'y tenir. Ok. Comme je dis aux parents, toujours, c'est que la promesse, quand on dit on va s'occuper de votre enfant,
c'est une promesse que je me dois de m'y tenir. Car en fin de compte, on ne parle pas que de l'enfant. La réussite de l'enfant peut aussi amener la réussite de la famille. Tu vois, c'est la carrière d'un enfant peut accélérer ou changer le statut social d'une famille. Je dis pas financièrement seulement. Regarde, mon père est devenu bourgmestre. Rien ne te garantit si Vincent n'avait pas été international belge, n'aurait pas été le joueur qu'il était avec l'image qu'il avait. Rien ne te garantit que mon père aurait été le premier bourgmestre noir de Belgique. Tu vois? Thierry m'a dit ça, Thierry Huitzel m'a dit ça. Il m'a dit qu'en fait, le fait qu'il s'appelait Huitzel a incité vraiment le Parti socialiste, pour lequel il est député, à vraiment pousser à fond son nom pour aller récolter des voix. C'est une réalité, et ça que je dis, et pas seulement dans cette optique-là. J'ai un joueur, Ismaël Baouf, qui joue à Cambuur, qui a gagné la Coupe du Monde, c'était au mois d'octobre, je pense. U20 avec le Maroc, U20 avec le Maroc. Même son père a réalisé que le nom Baouf est devenu important au Maroc. Que quand maintenant le papa il va au Maroc, tout le monde sait qui il est. Toutes les portes s'ouvrent. Donc, c'est ça que aussi on essaie de faire comprendre aux enfants aussi. Il faut savoir que ta réussite, certes financière, va changer la vie de tes trucs, mais aussi le statut social va changer. La perception de ta famille dans la communauté sera totalement différente. C'est aussi une manière de comprendre aussi pourquoi parfois certaines familles vivent à travers la réussite d'un joueur de leur famille qui réussit. Il y a une différence entre vivre à travers la réussite. Donc, à travers, pour moi, quelqu'un qui vit à travers la réussite, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien de spécial, qui profite simplement de l'instant, ou qui profite de la carrière de son fils pour grandir lui-même. Par exemple, mon père a profité de la carrière de Vincent pour faire son propre bout de chemin. Tu vois? S'il aurait vécu à travers la carrière de Vincent, ça aurait été que il aurait en fait rien fait de ses jours. Que mon père, il a 76 ans, même des fois, on lui dit, papa, dose, reste à la maison. Tu es au Parlement du mardi au jeudi, pendant des heures, tu vas au conseil communal, etc. Donc, il vit pas à travers la carrière de Vincent l'a aidé à arriver là où il est aujourd'hui, mais il y est arrivé aussi parce qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. Alors que maintenant, mon père, tant mieux pour lui, ça le garde jeune. Mais mon père travaille plus que quelqu'un qui a un boulot normal, alors qu'il a 76 ou 77 ans. Ton papa, est-ce qu'il était aussi attentionné que toi, tu l'es pour tes enfants? Parce que ça, c'est une de tes grandes qualités. Après, c'est notre génération aussi. Hein. C'est une toute autre génération, mais il était très attentionné. Après, nous aussi, il faut savoir Par exemple, moi, mes enfants, je les saoule à toujours dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Cette génération-là de parents africains ne le disaient pas, mais ils le montraient. Et dans le fait qu'il le montrait, c'est que mon père... jusqu'à mes 25 ans, mon père m'amenait chez le dentiste. Parce que moi, j'ai peur d'aller chez le dentiste. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise d'aller chez le dentiste. Jusqu'à 25 ans, mon père prenait le temps de prendre sa voiture, me déposer chez le dentiste, attendre dans le bureau du dentiste pour quitter, pour rentrer avec moi à la maison. Ouais. Mais le premier truc que je t'ai dit quand je t'ai dit de venir dans l'émission, d'ailleurs, je te remercie d'être là, c'est il n'y a pas de souci, les petits peuvent aller en régie pour regarder l'émission. Ouais, non, c'est dire à quel point t'aimes tes enfants. Ouais, mais ils vont foutre un bordel exceptionnel. non. C'est magnifique. Écoute, j'ai une dernière surprise pour toi. C'est la séquence La Sauce. On la démarre tout de suite. Alors la sauce, évidemment, c'est une... Je pensais qu'il fallait regarder les... Non, mais tu es là. C'est une petite vidéo que j'ai préparée pour toi. Évidemment, c'est un invité mystère qui t'a laissé un message. Je te laisse prendre effet de la vidéo, tu regardes, et puis après, tu réagis, et évidemment, on en parle ensemble. Vas-y, montre-moi ça. Vas-y. Arnaud. Bonsoir François, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es avec Sacha pour l'émission, donc je vais être court et bref. Et je voulais te parler d'une anecdote qu'on a vécue ensemble à Berlin. Premier indice. Deuxième chose, c'était pour la nouvelle année. Troisième chose, les vêtements qu'on avait. Donc, je te laisse raconter cette anecdote et je pense que ça va être très marrant. D'accord ? Donc voilà. Passe une bonne émission et à très bientôt. Très bientôt, je te fais des bisous. Salut, ciao, ciao. Ah, donc l'anecdote de Berlin. Il s'est passé quoi à Berlin? En fait, c'est passé, on est parti pour Nouvel An, on devait avoir la vingtaine, 22, 23 ans. Ok. On est parti, il y avait donc Arnaud, moi, Vadis Ojija et un autre pote à lui. Ouais. On avait réservé une table, une boîte de nuit un peu huppée de Berlin. Ok. Mais genre, il y avait écrit le dress code, c'était Gatsby. Ok.
Moi, je connais pas Gatsby. Arnaud connaît pas Gatsby. On s'est habillé comme, on va dire, casual. Comme maintenant. Ok. Maintenant, on arrive devant la boîte. Donc, on va en taxi, on va jusqu'à la boîte. On arrive là-bas avec Vadis et tout. On a réservé une table. Vadis rentre, son pote rentre, ils sont habillés en costume et tout. Maintenant, moi, Arnaud, jeans. On est, jeans, petite chemise, belle petite chemise, mais tout en jeans. On nous recale. Il commence à s'énerver sur nous. Ouais, non, vous rentrez pas. C'est pas du Gatsby. Le prochain commence vraiment à crier sur nous en allemand. On comprend rien. Donc, en fin de compte, on comprend qu'on ne passera pas la soirée dans la boîte de nuit. On se dit, bon, on va retourner à l'hôtel. On va voir s'il y a moyen de trouver des vêtements. Parce que Vadis, ils avaient une valise. Le pote de Vadis avait une valise, Mansour. Il avait une valise. Maintenant, après, il n'y a plus de taxi. On marche, je pense, 40 minutes dans le froid jusqu'à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, on prend la carte de chambre de Vadis, on va dans sa chambre, on regarde les vêtements. Oh là là, c'est style. J'avais mis un pantalon moi j'avais mis le pantalon de Mansour qui fait 1m70. J'en fais 1m84. Pantalon m'arrivait jusqu'au tibia. Des chaussures, moi je fais du 43, il fait du 46. Des chaussures pointues, 46. Arnaud, il met des chaussures bizarres de Vadis. Une chemise qui est pas belle non plus à Vadis. En fait, on était habillés comme des clowns. On arrive devant le portier de nouveau. Une heure et demie plus tard, on arrive. Le portier nous a laissé rentrer par pitié. Il nous a vus, il a fait comme ça, il a appelé son autre mec de la sécurité. Il dit regarde comment ils sont habillés. Il commence à se foutre de nous. Et je te dis, j'ai passé la pire soirée de ma vie. Je suis rentré en boîte de nuit avec Arnaud, on était tous les deux assis, on savait qu'on était habillés comme des clowns. Donc on a passé 4 heures dans la boîte de nuit, on ne s'est pas levé parce qu'on sait qu'on était habillés comme des clowns. J'avais un style dégueulasse, des chaussures trop grandes, pantalons trop courts. Arnaud, lui, c'était l'inverse, les vêtements étaient trop larges. Non, donc c'est ça. Excellent. Bah ouais, du coup, tu aurais dû te préparer avant, quoi. Ouais, mais nous, Gatsby, moi, je connaissais pas le film. Hein. Ah, ok. Je connaissais pas le film Gatsby, donc je savais pas que c'était un thème. Donc moi, j'étais venu comme si je sortais à Bruxelles. Ah oui, oui. Du coup, c'est quand même très différent. Après, je suppose que tu as regardé le film pour t'apprécier. Après, j'ai regardé le film et j'ai compris que je n'étais pas dans le thème. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup d'avoir été présent dans En Off. Ça fait vraiment plaisir que tu te sois ouvert à moi. Et voilà, je sais que c'est assez rare ce genre d'interview. Comme je t'ai dit, moi, pas que j'aime pas les médias, mais je préfère être à mon aise, vivre, faire les choses sans faire de bruit. Avancer sans faire de bruit. Bah, je te souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci, beaucoup de réussite. Merci à vous d'avoir été présent dans En Off et d'avoir écouté à nouveau cette émission, de l'avoir regardé sur YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner aussi. Vos réactions, je les lis tout le temps et c'est super cool. Derrière, on discute ensemble, c'est top. Si vous êtes sur Spotify, 5 étoiles comme d'habitude. On remercie le sponsor de cette émission qui est Unibet Expert et on se dit évidemment à la semaine prochaine. Ciao, ciao.